Les gars, le R&B se vend tellement peu en ce moment, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des chiffres qui remontent par-ci par-là, qu'on a fini par oublier qu'à une époque, le R&B se vendait comme des petits pains, quoi. C'est-à-dire que nous étions quand même une des grosses forces du game. Et aujourd'hui, posez-vous parce qu'on va se faire un petit top 10, le top 10 des 10 premières meilleures semaines de vente d'albums de R&B lors des années 2000. Et en fait, même à 80 voire 90% de ce top, on pourrait estimer qu'on a le top des meilleures premières semaines de vente de R&B de toute l'histoire de la musique. Je vais rapidement vous expliquer en quoi, pourquoi. Posez-vous, likez, abonnez-vous, parce qu'on va revenir sur des classiques, des moments parfois un peu féeriques. Et le 10e donc c'est... j'ai oublié, avant que ça ne parte en couille, je tiens à répéter que je respecte l'opinion des personnes qui sont pro cancel culture. Je suis juste en désaccord avec cette opinion et j'espère que en bonne intelligence et sachant que nous sommes dans un monde démocratique, nos opinions, bien qu'elles soient divergentes, et j'assume le fait que la mienne soit divergente de la vôtre, comme vous assumez très certainement le fait que la vôtre soit différente de la mienne, peuvent coexister. Je vous ai déjà dit, ma grand-mère m'a toujours dit que je ne suis pas d'accord. Non, ne gâche pas l'amitié. Et c'est donc pour ça que le 10e c'est... Oui, nous sommes en 2003 quand l'album Chocolate Factory de R. Kelly sort et cet album va faire 532 000 ventes en première semaine. À l'époque, c'est bien, c'est même très bien pour l'ensemble du game, mais il faut savoir que c'est aussi à partir de là qu'il a une baisse de popularité après la première affaire de la sextape avec la fille de 15 ans. Mais toutefois, son impact dans le game reste encore suffisamment fort pour lui assurer cette très bonne première semaine, donc de 532 000 exemplaires, qui est donc la 10e entre 2000 et 2010. L'album finira sa course à 3 millions d'exemplaires, notamment soutenu par d'autres singles comme le fameux Step in the Name of Love. À la 9e place, on retrouve encore un nom que vous connaissez bien, à savoir Beyoncé, le jour de son 25e anniversaire pour son fameux second album qui s'appelait donc BD, lancé par le fameux single Déjà Vu en compagnie de Jay-Z. Et à l'époque, elle a un buzz exceptionnel. Son premier album, Dangerous in Love, a très bien marché. Son comeback juste après avec les Destiny Child a aussi très bien marché. Et en plus, l'album Best Of lui a donné un tube totalement inattendu qui s'appelait Check on It. Et c'était d'ailleurs très drôle de voir qu'il sortait un album Best of de Destiny Child et le gros tube de cet album là, c'est un single solo de Beyoncé, Tonton Matthew. Mais il faut avouer que si Déjà Vu a eu un démarrage absolument exceptionnel dans les charts poussé par le buzz, il y a eu quand même une sorte de refroidissement avec les deux premiers singles, ce qui fait en sorte que certes, l'album va faire 541 000 ventes en première semaine, mais en réalité, son impact dans le game était encore plus fort. C'est-à-dire que si Irreplaceable était sorti peut-être avant, elle aurait fait plus. Et peut-être que je le détaillerai le jour où je ferai une vidéo sur cette ère. Oui, à la 8e place, on retrouve de nouveau R. Kelly, cette fois pour l'album juste avant Chocolate Factory, à savoir Tippy to Come, qui artistiquement est une des bibles du R&B moderne. L'album sera porté par le fameux single I Wish et plus tard la chanson Fiesta. Et en première semaine, il va faire donc 543 000 ventes, 2000 exemplaires de plus que Beyoncé. Et surtout en fin d'exploitation, l'album va passer la barre des 5 millions d'exemplaires aux États-Unis. Ensuite, il y a un personnage qui n'était pas forcément attendu, mais c'est Jamie Foxx avec son album Unpredictable, qui est donc effectivement pas prévu, notamment à ce niveau de succès-là et même à ce niveau de sa carrière où il s'imposait en tant qu'acteur, mais on ne le voyait pas forcément en tant que chanteur. Il avait certes commencé la musique dans les années 90 avec l'album Peep 10, mais personne n'avait vu venir le fait qu'après son featuring avec Kanye West et après le film Ray Charles, il allait imposer une sorte de blockbuster sur la scène R&B, justement lancé par le single Unpredictable. 597 000 exemplaires en première semaine et on voit quand même sur la fin que c'est un artiste qui s'installe parce qu'il fait 2 millions d'exemplaires en fin de vie. À cette 7e place, nous retournons en 2001 et à l'époque, c'est la première fois qu'une artiste noire vend autant en 7 jours et c'est donc Janet Jackson avec le fameux album All For You qui est un peu l'album happy après l'album beaucoup plus triste, beaucoup plus mélancolique et beaucoup peut-être plus profond de Velvet Rope. Elle revient donc avec ce sample de Change chanté à la basse par Luther Vandross. La chanson sera un immense tube mondial et il va donc aussi lui permettre de très bien vendre l'album en première semaine. Jamais aucune artiste féminine
féminine, nous on avait fait autant, 605 000 exemplaires vendus en première semaine, plus de 3 millions d'exemplaires vendus en fin de vie. Et même pour la famille Jackson, et ça on le verra, on expliquera pourquoi à la même époque c'est compliqué, parce que Invincible de Michael Jackson fait un peu plus de 300 000 exemplaires la même année. À cette 6e place, si vous me connaissez, vous savez à quel point j'adore cet album. Je le trouve glorieux, je le trouve somptueux, je le trouve majestueux, je trouve qu'il vieillit comme du bon vin. C'est The Diary d'Alicia Keys. Je trouve que le titre est parfait. C'est-à-dire que ce truc où je raconte ma vie, je raconte mon journal, je trouve que c'est un des projets les plus aboutis d'Alicia Keys. Et il arrive donc après son premier album Song in the Minor, sur la première semaine de celui-là. Elle n'était pas connue, donc elle n'avait pas encore réussi à avoir l'emphase d'un gros public. Sur le second, elle l'a. C'est Kanye qui va lui produire son premier single You Don't Know My Name. Ça va avoir un gros écho, ainsi que le second single, la balade romantique If I Ain't Got You. Elle va faire 618 000 ventes en première semaine et l'album va terminer avec un peu plus de 5 millions d'exemplaires vendus aux États-Unis. À la 5e place, on retrouve notre tantine préférée, à savoir Mary J. Blige. En plein 2007, elle fait un truc exceptionnel avec son album Growing Pains, lancé par le single donc beaucoup plus joyeux, où elle laissait la peine, les larmes derrière elle. Ça s'appelait donc Just Fine. Et les fans américains vont lui dire qu'ils aiment aussi la Mary heureuse. Dans l'album, il y aura d'autres singles comme le très beau Stay Down. Mais surtout, elle va faire 629 000 en première semaine et plus de 3 millions d'exemplaires vendus en fin de vie. Et c'était exceptionnel parce qu'elle avait déjà plus de 17 ans de carrière quand elle a réussi ça. À la 4e place maintenant, on va repartir en 2001 pour la meilleure première semaine de vente de toute l'histoire de Destiny Child. C'est-à-dire qu'aucune Destiny Child n'a jamais vendu autant en première semaine officialisée, comptabilisée, que cet album de 2001 qui était donc Survivor et qui fut lancé dans un espèce de buzz exceptionnel. Je l'avais expliqué dans la vidéo sur leur carrière. En plus, en amont de cette sortie-là et de tout le drama autour et le fait que les deux premiers membres soient écartés, elles vont avoir leur plus gros hit jusqu'à ce jour, Independent Woman. Et l'album va faire 663 000 ventes en première semaine et finir à plus de 5 millions d'exemplaires aux États-Unis. Et oui, on n'en a jamais assez de Tata Mary J. Blige parce qu'elle ne s'est pas contentée d'avoir une des meilleures premières semaines de vente de toute l'histoire du R&B. Elle en a une seconde et c'est juste avant l'album Growing Pains, c'est en 2005. Et lorsqu'elle fait ce retour et qu'elle restructure son image sur The Breakthrough, j'aurais plaisir à vous raconter ça dans une vidéo, mais ça arrive, vous inquiétez pas. Et donc du coup, il va y avoir ce fameux teasing avec le remix de The Game. Et bien sûr, ce hit immense Be Without You, je m'en rappellerai toujours. L'album sort à la fin de l'année, les Américains se jettent dessus comme des petits pains et elle va faire un chiffre absolument exceptionnel. 729 000 en première semaine, c'était totalement dingue pour une artiste comme Mary J. Blige. Et d'ailleurs, elle s'en vante sur le fameux remix de Touch It. The Breakthrough a aujourd'hui largement passé la barre des 3 millions d'exemplaires aux États-Unis. Queen of Hip Hop Soul. Et oui, je sais, on dirait qu'elles ont pris un abonnement, mais oui, on retrouve encore une fois Alicia Keys, cette fois pour l'album qui suit The Diary, c'est-à-dire que autant Mary J. Blige, ça s'est fait dans le sens inverse, autant Alicia Keys, elle, après, a amélioré son score de 2003 en 2007 avec le fameux As I Am. Il y avait eu l'attente autour de son retour, un single qui était quand même R&B mais un peu pop. Il va y avoir quand même une sorte de frustration d'une partie de son public lors de cette ère-là, mais pour le coup, lorsqu'elle revient, tout le monde se jette sur son album et elle va donc faire ce qui constitue jusqu'à ce jour la meilleure première semaine de vente pour une artiste féminine de R&B, à savoir 742 000 ventes en première semaine. Et je veux bien que vous vous remettiez dans la tête que nous ne sommes pas à l'ère du streaming en fait. Les gens se déplacent pour aller acheter leurs albums dans les magasins et que 500 000 c'est le disque d'or aux États-Unis. Ça veut dire que tous les albums dont j'ai parlé depuis le début de cette vidéo étaient disques d'or dès la première semaine avec des vrais achats. Les gens se levaient, ils allaient peut-être à un certain moment sur iTunes, mais majoritairement en physique. Et c'est donc comme ça que Alicia Keys a réussi à avoir 742 000 acheteurs en une semaine pour As I Am et près de 4 millions d'exemplaires en fin de vie.
Bon, on peut se confesser que c'est une surprise sans vraiment l'être parce que comme vous avez pu le constater, la première semaine de vente ne joue pas forcément sur l'album en lui-même vu que les gens vont découvrir l'album en fait. Nous ne sommes pas à l'ère du streaming, ils se déplacent pour aller acheter l'album pour la majeure partie d'entre eux. Et dans la vidéo sur la carrière d'Usher, je l'avais expliqué en fait, le buzz autour de Confession est exceptionnel parce que non seulement les singles vont plaire au public, mais surtout toute la dramaturgie autour de sa rupture avec Chili de Chelsea et tout ce qui se passe après ce couple phare qu'ils ont mené dans l'album 8701 pousse tout le monde à aller écouter ce que l'artiste a à dire sur sa rupture, c'est-à-dire que le titre était très bien trouvé, le second single Burn où il raconte vraiment sa peine était aussi très bien trouvé et ensuite ils vont enchaîner sur Confession Partout et les autres qui vont arriver beaucoup plus tard, mais le setup de l'album est parfait. Usher est au summum de sa popularité et il va donc faire 1,1 million d'exemplaires vendus. C'est la meilleure semaine de toute l'histoire du R&B. L'album totalise aujourd'hui plus de 10 millions d'exemplaires aux États-Unis, même si effectivement ce n'est pas l'album le plus vendu parce qu'on a encore d'autres albums, notamment ceux de Stevie Wonder qui se sont beaucoup plus vendus que celui-là. Mais jusqu'à ce jour, en première semaine, personne n'a vendu autant. Et dans le top général, c'est la 12e meilleure vente en première semaine de toute l'histoire de la musique américaine. C'était la période où le R&B se vendait comme des petits pains et effectivement quand vous comparez aujourd'hui et des fois je regarde les chiffres et les équivalents ventes que je trouve déjà avantageux pour les artistes parce que je ne me ferai jamais à l'idée, même si on me prendra pour un vieux con, que 15 écoutes d'une chanson d'un album valent une vente. Enfin je trouve ça débile parce qu'encore une fois pour moi je peux écouter une chanson 15 fois mais ce n'est pas l'album. Enfin bref, voilà, le débat est passé mais vous savez ce que j'en pense, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur le streaming. Mais toutefois je trouve que cette comptabilisation là gonfle artificiellement les chiffres des ventes d'albums et ça fait plus ou moins du bien à l'industrie, c'est pour ça que tout le monde est absolument certifié. Mais quand vous allez au bout de ces certifications aux États-Unis, vous vous rendez quand même compte que ça ne vole pas très haut en fait, malgré tout ce qu'on fait là. C'est très difficile pour les artistes R&B de passer la barre des 1 million de ventes, 2 millions de ventes, c'est hyper rare avec toute la petite comptabilité de chaque écoute qu'on fait en fait. Quand par exemple je vois tout le buzz autour de The Weeknd, After Hours, partout et que quand on fait équivalent vente aux États-Unis, ça fait 2,2 millions d'exemplaires. Je me dis c'est un truc de ouf parce qu'aucun album qui se serait vendu à 2,2 millions d'exemplaires en 2000 n'aurait eu autant d'exposition en fait. C'est-à-dire qu'on voit bien, et je l'avais expliqué dans la vidéo sur Chris Brown Usher, qu'on est dans une sorte de segmentarisation du schéma de la scène pop, mais il ne faut pas oublier non plus de replacer ces chiffres-là dans leur contexte parce qu'en réalité les premières semaines, les grosses premières semaines de vente sont un phénomène très récent dans l'industrie du disque américaine en fait. C'est-à-dire qu'avant l'exploitation d'un album se faisait sur le très long terme et l'artiste partait à chaque fois à la reconquête du public et il n'était pas inquiet en fait. On savait que la promo allait être longue, on voyait sur le long terme et on ne misait pas forcément sur les grosses premières semaines de vente. C'est pour ça qu'elles sont beaucoup plus rares avant et les chiffres de fin sont pourtant beaucoup plus gros. Le phénomène des premières semaines de vente se démocratise vraiment à la fin des années 90 et au début des années 2000 et si vous voulez que je vous explique pourquoi, abonnez-vous à la chaîne, mais ça vous explique pourquoi beaucoup de gros noms qui ont très bien vendu ne sont pas dans ce classement. J'ai toujours trouvé que les chiffres de Mary J. Blige, qui est souvent méprisée en Europe, sont absolument exceptionnels pour sa longévité, parce que même quand on prend Mariah Carey, la meilleure première semaine de vente de Mariah Carey, c'est en 2008 avec E = MC to the Second Power, et c'est 495 000 ventes en fait. C'est bien après The Emancipation of Mimi, mais on ne se retrouve pas avec des chiffres absolument gigantesques, comme ceux de Mary J. Blige qui est pourtant sur une niche et qui justement a toujours très bien su conserver sa fanbase. C'est pour ça que son schéma de carrière est hyper intéressant et on pourrait aussi assurer un big up à Ashanti que je n'ai pas cité mais qui aurait pu avoir la 12e place parce qu'elle a le meilleur démarrage tout style confondu pour une artiste en fait. Son premier album va faire 500 000 ventes en première semaine. Elle avait tous les featuring avec Ja Rule, le single Foolish, donc les gens se sont rués dessus et ça lui a permis d'avoir ce score là qui est un très bon score pour l'époque. Et si vous prenez un peu de recul, imaginez une artiste qui sort son premier album qui fait un chiffre pareil, c'est totalement dingue en fait. On est sûr et certain que jamais Chloé ou Normani, même si on leur installe des murailles de Chine, de fermes de stream pour pouvoir streamer leurs albums en première semaine, ne pourront faire ce score en fait.
Si vous me dites qu'elles vont le faire avec leurs premiers albums, j'attends de voir. Mais donnez-moi vos avis sur ce classement. Est-ce que vous y attendiez? Est-ce que vous êtes surpris? Laissez-moi toutes vos impressions. Et est-ce que ce format vous plaît? Parce que s'il vous plaît, on pourra en faire d'autres sur plein de petits sujets. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et pour la petite histoire, mon crève-cœur dans ce classement, c'est toujours Alicia Keys en fait. Parce que je trouve toujours qu'Alicia Keys, c'est incroyable comment ils ont réussi à perdre ce qu'ils avaient en fait. Parce que ce n'est pas possible que cette fille, avec l'image qu'elle avait, la structure qu'elle avait, fait 742 000 en 2007 et en 2020 fait des chiffres de Monica et de Brandy qui elles n'ont jamais eu de leur carrière, mais jamais un chiffre aussi gros en première semaine. C'est-à-dire que au-delà du grand public, elle a vraiment vu sa fanbase s'effondrer et c'est toujours mon crève-cœur absolu du game, même si je pense savoir pourquoi de cette période-là. Bref, j'espère que ce petit format vous a plu. J'attends vos ressentis dans les commentaires et à très vite pour une nouvelle vidéo.